Décembre 1987, Californie, comté de Marin. C'est la fête chez les Shea, car Judy vient de récupérer le journal local ce matin-là et l'exhibe devant toute la famille. Tony, regarde! Quoi? Tu te rappelles ce journaliste qui est venu la semaine dernière? Ça y est, son article sur toi est sorti dans le San Rafael News. Je suis super fière de toi. Bravo! Ah, tant mieux. Il jette à peine un œil à l'article pourtant élogieux. On y voit Tony sur une photo noir et blanc avec sa frange qui pose devant le bureau de poste local avec des pins faits maison avec en titre « Ce garçon du coin a tout ce qu'il faut pour réussir ». Effectivement, Tony a à peine 12 ans qu'il a monté un petit business de pins avec l'argent de ses parents. Il reçoit les photos des enfants qui veulent leurs pins puis les renvoie par courrier pour $1 pièce. Avec l'argent, il finance une fête pour les patients de sa mère pour l'hôpital local. Dans l'article, Judy conclut « Je ne sais pas ce qu'il fera, mais quoi qu'il décide, il le fera. » Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de Tony Shea, un entrepreneur de génie qui va défier toutes les règles du e-commerce et créer une révolution avec Zappos. Un entrepreneur qui connaît aussi la gloire et la descente aux enfers. Dans ce premier épisode, Tony découvre l'entrepreneuriat très jeune avec succès. Je suis aussi très heureux d'accueillir sur le podcast Laurent Crête, de l'excellent podcast Le Panier, qui prête sa voix à un des personnages de l'histoire. Merci Laurent. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Tony Shea naît dans l'Illinois en 1973. Ses deux parents, Richard et Judy, sont des immigrants venus de Taïwan. Ses deux parents aussi se rencontrent à l'université américaine. Comme le décrit Tony, ses parents sont des parents d'origine asiatique typique. Ils attendent tout de leurs enfants, qui doivent rentrer dans une université prestigieuse pour être docteur ou avocat, et le tout en jouant parfaitement de la musique. Son père est ingénieur chimiste et sa mère, travailleuse sociale, suivent effectivement ses principes à la lettre. Avec ses deux frères, ils sont poussés pour être les meilleurs. Toute la famille déménage en Californie en 1978, mais l'exigence parentale sur les études est toujours aussi forte. Au collège, Tony apprend le piano, le violon et même la trompette et doit s'entraîner tous les jours 30 minutes au minimum sous la surveillance de ses parents. Mais Tony est souvent fatigué de cette pression et trouve des subterfuges pour y échapper. 1988, Maison des Shea, Californie. Comme chaque matin du week-end, Judy veut s'assurer que Tony répète bien ses gammes pour le violon. Elle est dans les escaliers lorsqu'elle crie vers la chambre de Tony. « Tony, c'est l'heure de ta répétition !» Tony est à peine réveillé. Et alors qu'il émerge, il appuie sur le bouton de son radiocassette, où l'on entend quelqu'un faire des gammes. Il augmente le son. C'est très bien, Tony. N'oublie pas que tu as une compétition la semaine prochaine. Tony se rallonge, sourit. Il n'en peut plus de cette pression parentale. Qu'il me foute la paix, murmure-t-il. Tony devient, les années suivantes, un sage savant. Il apprend le français, l'espagnol, le latin, se met aux échecs, fait du piano et du dessin. Il prend même des cours de théâtre. Tony est à la fois rigoureux et créatif. Mais surtout, il est entreprenant, comme ce jour où il lance une entreprise de pins personnalisée. Dès son plus jeune âge, Tony rêve d'une chose, la liberté. Et cette liberté, il l'aura par l'argent. Cette enfance, où il apprend tout ce qu'il peut sous la pression parentale, est vécue secrètement comme un enfer par le jeune homme. Mais il obéit. Il se sent pourtant très seul. Le bon élève Tony intègre la crème de la crème au début des années 90, Harvard, la prestigieuse université. Et c'est là qu'il va faire ses vrais débuts d'entrepreneur. Il remporte pendant ses années d'université un appel d'offres pour gérer le restaurant de la résidence universitaire, le Quincy House Grill. Mais Tony décide de ne pas faire comme tout le monde. Au lieu de vendre seulement des hamburgers et des milkshakes, il décide de vendre des pizzas. La raison ? Les pizzas sont plus rentables et plus faciles à produire à l'échelle. Avec son compère Sanjay Madan, il paie leurs études grâce à cette activité et surtout il fait une rencontre qui s'avère importante pour la suite, Alfred Lin. Un soir d'avril 1994, alors qu'il tient le restaurant. Dis Tony, tu peux me faire une pizza à 4 fromages ? Bien sûr. Et t'as vu qu'il y a quelqu'un qui vend des parts de pizza à l'unité dans les dortoirs ? Quoi ? Qui ? C'est Alfred Lin. Ah, putain d'Alfred. Moi qui croyais qu'il mangeait beaucoup. Et Tony, qui croyait qu'Alfred était juste un gros mangeur de pizza, il venait d'acheter sa 3e pizza ce soir-là.
Et ce soir-là toujours, il va discuter avec Alfred qui devient un ami malgré tout. Alfred qui est impressionné par Tony. Tony le seul gars qui bosse le moins possible tout en maximisant ses notes à l'université. Tony qui est aussi à la recherche permanente de l'effet de levier, faire un minimum de choses pour un maximum de résultats. Alors quand il sort diplômé en informatique de Harvard en juillet 95, il ne sait pas trop quoi faire. Il passe 5 mois chez Oracle, mais il s'ennuie. Les jeux politiques, trop peu pour lui. Début 96, il décide alors de créer son entreprise, Link Exchange, avec son copain de toujours, Sanjay Madan. Une entreprise qui va changer totalement sa trajectoire. Avec 2 camarades de classe à Harvard, Sanjay et Ali Partovi, Tony lance une plateforme de publicité en 96, Link Exchange. Un concept totalement novateur, imaginez, de la publicité collective. Toute entreprise peut y adhérer gratuitement en insérant un bout de code et les publicités des autres sites apparaissent. Donc cela ne vous coûte rien et peut vous rapporter de l'argent sans rien avoir à faire. En l'espace de 3 mois, de mars 96 à juin 96, ils contactent tous les webmasters des sites qu'ils peuvent et ont leurs premiers clients. De 30 clients à leur début, ils passent rapidement à 20 000 pages web participantes. En 98, Link Exchange, c'est 400 000 membres qui ont des pubs sur leur site et 5 millions de publicités par jour. Un carton gigantesque. Et tout ça financé sur leurs fonds propres. Au bout de 6 mois, ils reçoivent même leur première offre d'achat pour $1 million. Ils refusent. Et ce manque d'argent pour se développer est souvent une source de créativité pour Tony, qui est prêt à tout. Los Angeles, Californie, avril 97. La conférence Internet World 97 est l'occasion unique pour toutes les entreprises de se présenter au monde entier. Mais le coût des entrées et du stand sont trop élevés pour Link Exchange. Tony propose alors une idée pour y être présent. Et quelques jours avant, il se présente devant les bureaux de Link Exchange. Les gars, venez voir. Et Tony se plante devant un énorme camping-car. Voilà ce qu'on va faire. On va aller en camping-car jusqu'à la conférence. Et on va se garer devant la conférence et on va sortir nos bannières et logos. Non mais Tony, on n'a pas le droit de faire ça. On s'en fout. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il faut juste qu'on trouve une bonne place de parking. Et ils partent donc tous en camping-car quelques jours plus tard. L'opération est un succès. Ils proposent même une distribution gratuite de t-shirts Link Exchange si les clients viennent avant midi, le jour de la conférence. Ils deviennent même plus visibles que le stand voisin Alta Vista, un nouveau moteur de recherche sur Internet. Pourtant, fin 97, Link Exchange commence à faire du bruit dans le marché balbutiant de la publicité Internet. Et c'est même un des acteurs les plus importants du secteur, Yahoo, qui souhaite désormais le racheter. Jerry Yang, fondateur de Yahoo, leur propose alors $25 millions, mais ils refusent. Ils continuent de s'éclater et avec leurs 25 salariés, les projets et les succès s'enchaînent. Cette fois, Tony se dit qu'ils doivent accélérer. Il lève plus de $3 millions avec Sequoia, fin 97. Pourtant, c'est aussi le début de la fin pour Tony, au moment où Link Exchange change de taille. Pour Tony, il est donc temps que Link Exchange change de catégorie comme il l'explique à son équipe fin 97. Nous vivons une époque très particulière. L'industrie de l'Internet explose. Des entreprises comme Netscape, eBay, Amazon et Yahoo sont en train de changer le cours de l'histoire humaine. Jamais auparavant, autant d'entreprises n'ont connu le succès en si peu de temps. Nous avons l'opportunité d'être l'une de ces entreprises, tout en ayant le meilleur moment de notre vie. En 18 mois, Link Exchange passe de 25 salariés à plus de 100 personnes. C'est l'hypercroissance pour Tony, qui pourtant vit mal les choses. Ce passage d'une petite équipe de missionnaires à une grosse équipe plus structurée avec beaucoup de profils d'ingénieurs classiques lui pèse. Il ne s'y retrouve plus. Il a l'impression de perdre toute la création et la liberté qu'il cherchait. Désormais, il gère les jeux politiques, les relations et les processus. Un matin, il ne peut plus se lever. Oh putain, non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de me lever, je m'éclate plus dans cette boîte, c'est devenu tellement chiant à gérer.
Finalement, en accord avec ses associés, quand Microsoft les contacte pour les acheter fin 98, il décide de se vendre à Microsoft. Au moins, il pourra retrouver sa liberté. Microsoft, qui leur offre une énorme somme, plus de 265 millions de dollars. Tony reçoit 40 millions de dollars, 32 millions de dollars tout de suite et 8 millions de dollars s'il reste un an après la vente. Mais Tony s'ennuie vite et déteste la culture de Microsoft. Il quitte l'entreprise quelques mois après la vente. Il s'achète alors tout ce dont il rêve. Un logement, une télévision grand écran, un ordinateur et même un home cinéma. Mais au fond, il se sent vide chez lui tout seul dans son nouvel appartement. Il finit même par lancer un incubateur et une société d'investissement, Venture Frogs, avec Alfred Lin. Mais pourtant, la dépression le guette en permanence. Tony ne supporte pas d'être seul. Il doit faire pour être. Il doit faire pour se sentir. Un jour de 99, un an après la vente, c'est un certain Nick Swinmurn qui va changer les choses. Nick Swinmurn est en 99 un jeune diplômé d'université qui veut vendre des chaussures sur Internet. Mais son idée est refusée par tous les fonds de la Silicon Valley. Un ami lui conseille d'essayer ce fonds d'investissement qui finance les idées les plus folles, Venture Frogs. Et c'est Tony qui le reçoit ce jour-là dans ses bureaux. Juillet 99, Silicon Valley, siège de Venture Frogs. Les deux hommes s'installent dans des poufs colorés, dans une des salles près de l'entrée. Nick a décidé de lâcher le costard-cravate ce jour-là et Tony est en bermuda claquette. Bonjour Nick, qu'est-ce que t'as comme projet? Bonjour Tony, je vends des chaussures en ligne. Pourquoi ça marcherait? Le marché de la chaussure, c'est un marché de 40 milliards de dollars, dont 5% sont déjà vendus par des catalogues de vente par correspondance. C'est dingue ce truc. Si ce que tu dis est vrai, le marché est énorme sur Internet. Et comment s'appelle ta boîte? Zappos. Quelques semaines après, Tony rappelle Nick. Il investit dans ce projet, il y croit. Il sent que le potentiel est énorme. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Lukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.